Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de préparation au Taj-Maj. Au programme aujourd'hui, 5 questions de conditions minimales. L'idée, c'est de voir la méthodologie de cette épreuve, donc savoir comment on répond bien aux questions, éviter les pièges les plus fréquents, en s'entraînant sur 5 questions types qui ressemblent à ce que vous pourriez avoir le jour J. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause entre chaque question pour réfléchir déjà dans un premier temps de votre côté. La correction est plus pertinente si vous avez déjà réfléchi avant aux questions. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos de préparation au Taj-Maj tout au long de votre préparation. Petit rappel sur le fonctionnement de cette épreuve avant de démarrer. Le jour J, donc, vous allez avoir des questions avec à chaque fois 2 informations. Ces informations sont forcément vraies, vous ne pouvez pas les contredire. Le but, c'est de savoir si elles vous aident ou pas à répondre à la question qui vous est posée. Pouvoir répondre à une question en condition minimale, c'est pouvoir répondre par une unique réponse. Donc si la question c'est que vaut x et que vous trouvez que x peut être égal à 8 ou à 12, on ne peut pas répondre à la question. Et pouvoir répondre non à une question fermée qui attend un oui ou un non, c'est pouvoir y répondre. Donc si la question c'est est-ce que ce nombre est un nombre premier et que la première information vous permet de déduire catégoriquement qu'il n'est pas premier, vous pouvez répondre par la négative à la question. Donc l'idée c'est que les 5 propositions de réponse sont toujours les mêmes. On répond la réponse A si l'info 1 seule permet de répondre et la 2 non. La réponse B si l'info 2 seule permet de répondre et la 1 non. C si j'ai besoin d'utiliser les deux conjointement pour répondre à la question. D si chacune séparément permet de répondre à la question. Et E si on ne peut pas du tout répondre à la question. La trame de résolution sera toujours la même. Donc, déjà, on se demande si l'information 1 seule permet de répondre à la question. Donc, on se cache la deuxième information, on regarde juste la première. Si l'information 1 seule permet de répondre à la question, ça sera soit la réponse A, soit la réponse D. Du coup, si la première information permet de répondre à la question, on regarde la deuxième information, on se demande si elle aussi permet seule de répondre à la question. Si elle aussi seule permet de répondre à la question, on répond réponse D. Et si elle ne permet pas de répondre à la question, on répond réponse A, une seule de non. Si jamais la première information ne permettait pas de répondre à la question, ça sera soit réponse B, soit C, soit E. Donc on teste la deuxième information. Si elle est suffisante pour répondre à la question, on répond réponse B. Si elle n'est pas suffisante, on va essayer d'utiliser les deux informations conjointement. Et si en utilisant les deux informations conjointement on peut répondre à la question, on répond oui. Si on ne peut toujours pas répondre, on répond non, donc réponse E. Donc commençons donc avec la première question, qui est une question de géométrie. Un rectangle a une aire de 48 cm², quelle est sa longueur? Donc déjà, on part de la formule de l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc quand il y a des données mathématiques dans un énoncé, on les traduit mathématiquement. Donc déjà, ça veut dire que longueur fois largeur égale 48. Je vais ensuite sur la première information toute seule. Le périmètre du rectangle vaut 28. Le périmètre d'une figure, c'est son contour. Un rectangle, ça a 2 longueurs et 2 largeurs. Donc la formule du périmètre d'un rectangle, c'est 2 facteurs de longueur plus largeur. Donc 2 facteurs de longueur plus largeur égale 28. Si je fais passer le 2 de l'autre côté, ça veut dire que longueur plus largeur égale 28 divisé par 2, c'est-à-dire 14. Et ça, c'est très intéressant, parce que si vous combinez ça à l'énoncé, ça vous fait un système de 2 équations à 2 inconnues. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir résoudre ce système d'équations, et donc répondre à la question. Vous êtes en condition minimale, pas besoin de résoudre le système, mais de comprendre qu'on peut le résoudre. L'idée, de manière générale, c'est qu'il faut autant d'équations qu'il y a d'inconnus. Si j'ai 3 inconnus, il me faut 3 équations pour pouvoir résoudre le système. Donc une seule, ça fonctionne. Donc ça sera soit réponse A, soit réponse D. On va maintenant sur la 2 toute seule. La longueur est le triple de la largeur. Ça veut dire donc que longueur égale 3 fois la largeur. Ça aussi, c'est pertinent, puisque ça nous fait à nouveau un système de 2 équations à 2 inconnues avec l'autre équation de l'énoncé. Donc chaque information séparément permet de répondre à la question, et par conséquent, on répond la réponse D. Deuxième question qui porte sur la parité.
on a deux entiers naturels n et m, leur produit est-il pair? Donc des entiers naturels, déjà, ce sont des entiers positifs, donc des nombres sans virgule qui sont positifs. Est-ce que leur multiplication, elle est paire? Première information, elle nous apprend que leur somme est impaire. Je vais regarder quelle addition de deux parités peut donner un résultat impair. Pair plus pair, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez prendre un exemple. 2 plus 2, 4, ça donne pair. Impair plus impair, ça donne aussi pair. 1 plus 1, 2 par exemple. Par contre, la parité qui fonctionne, c'est soit pair plus impair, soit impair plus pair. 2 plus 1, 3, 1 plus 2, 3. Donc en fait, si n plus m est impair, ça m'apprend forcément qu'il y a un des deux nombres qui est pair et l'autre qui est impair. Et donc du coup, ça veut dire que le produit n fois m, c'est le produit d'un nombre pair par un nombre impair. Vous pouvez prendre un exemple pour vérifier ce que ça va donner comme parité. Pair fois impair, 2 fois 3 par exemple, ça fait 6. Ça donne donc un résultat pair. Et donc, quelle que soit la situation, le fait que n plus m soit impair implique mécaniquement que le produit soit pair. Donc, je peux répondre catégoriquement oui à la question le produit n fois m est-il pair? Deuxième information. N puissance m est impair. Déjà, il faut savoir qu'un nombre élevé, un nombre entier élevé à n'importe quelle puissance, il garde sa parité initiale. Donc si vous avez un nombre pair que vous l'élevez à n'importe quelle puissance entière, il va rester pair. Un nombre impair, je l'élève à n'importe quelle puissance entière, il reste impair. Donc si n puissance m est impair, ça implique mécaniquement que n soit impair. Par contre, ça n'implique pas de contrainte sur m. M peut être pair comme impair. Je vous donne deux contre-exemples. 3 puissance 3, ça fait 27. Le résultat, il est bien impair et j'ai utilisé un m impair. Et 3 au carré, ça fait 9. Le résultat, il est bien impair et j'ai utilisé un m pair. Donc en fait, je vais me retrouver avec deux cas de figure. Soit j'ai du impair fois impair. Impair fois impair, 3 fois 3, ça fait 9, ça donne un résultat impair. Soit j'ai du impair fois pair. 3 fois 2, 6, ça donne un résultat pair. Et là, du coup, je ne peux pas répondre à la question. Parce qu'à la question, est-ce que le produit il est pair? Je ne sais pas. Des fois, je réponds non, des fois, je réponds oui. Je ne peux pas répondre de manière catégorique oui ou non. Donc, une seule oui, deux non, c'est donc la réponse A. Troisième question. Un commerçant applique une remise sur le prix catalogue hors taxe, puis une TVA de 20% sur le prix remisé. Le prix final TTC est-il supérieur au prix catalogue hors taxe qu'on avait au départ? Donc l'idée, c'est qu'on a un prix de départ, qu'on ne connaît pas, prix de départ hors taxe. Je le remise d'un certain pourcentage. Ça me donne donc un nouveau prix. Et ce nouveau prix, je l'augmente d'une TVA de 20%. Donc ça me donne un prix TTC. Et le but, c'est est-ce que ce prix TTC, de savoir s'il est du coup supérieur ou inférieur au prix hors taxe que j'avais à la base, comparé donc ce prix de départ au prix final. Première information, la remise est de 15%. Ça, on va voir que c'est assez intéressant, parce que si la remise elle est de 15%, ça veut dire que le prix de départ que je vais appeler X, il a été multiplié en coefficient multiplicateur par 1 moins 0,15. Donc, il a été multiplié par 0,85. Donc, X fois 0,85, c'est le prix après remise. Et ce prix après remise, je vais l'augmenter de 20%. Je vais ajouter la TVA. Donc, X fois 0,85 fois 1,2, ça va donner le prix TTC final. Vous n'êtes pas obligé de faire le calcul, mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir le comparer au X de départ et donc savoir si ça a augmenté ou diminué. En l'occurrence, 0,85 fois 1,2, ça fait 1,02. Donc ça veut dire qu'on a 1,02 fois le prix de départ après l'augmentation du prix de 20% avec une TVA à 20%. Donc le prix il a augmenté de 2% par rapport au prix de départ.
Donc, je peux répondre oui à la question, le prix final TTC est-il supérieur au prix catalogue hors taxe? Une seule permet de répondre. Maintenant, la deuxième. Le prix catalogue hors taxe est de 200 euros. Donc, en fait, là, c'est comme si on nous donnait le X, j'ai la valeur de départ, mais le problème, c'est que je ne sais pas de combien je baisse. Si le 200 euros, je le baisse de 0,1%, par exemple, je vais être très proche des 200, je vais être à 199, quelque chose, et ce 199, je vais l'augmenter de 20%, je vais dépasser du coup les 200, donc je serai supérieur au prix de départ. Mais si la réduction, elle est super importante, qu'elle est de 90% par exemple, bah, au lieu d'être à 200 euros, je vais me retrouver à 20 euros, et 20 euros, même si je les augmente de 20%, je vais être bien inférieur au prix de départ. Donc en fait, je ne peux pas répondre avec l'info 2 parce qu'on ne connaît pas le pourcentage de baisse du produit. Donc la une seule permet de répondre, la 2 non, c'est donc la réponse A pour cette troisième question. Quatrième question. Une suite UN est définie pour tout entier n supérieur ou égal à 0, que vaut U5, donc que vaut le cinquième terme de la suite. Donc première information, la suite est arithmétique de raison 4. Alors une suite arithmétique, c'est une suite dans laquelle on ajoute toujours le même terme entre chaque terme. Et donc si la raison elle est de 4, ça veut dire qu'on ajoute 4 entre chaque terme. Donc par exemple, 1, 5, 9, 13, 17, c'est une suite de raison 4. J'ajoute 4 entre chaque terme, et le cinquième terme, ça serait 17. Mais ça, c'est pas suffisant à répondre parce que le problème, c'est qu'on a la raison, mais on ne connaît pas le terme de départ. Donc 1, 5, 9, 13, 17, je pourrais donner en contre-exemple, par exemple, 4, 8, 12, 16, 20. C'est une autre suite arithmétique de raison 4. Et dans cette deuxième suite, U5 qui vaut 20. Donc en fait, je ne peux pas répondre à la question avec la première information parce que je ne sais pas où commence la suite. Quel est le premier terme de la suite? J'ai aucun élément de la suite, si ce n'est la raison. Donc insuffisant. Deuxième information, U2 plus U8 égale 44. Alors, il y a deux problèmes ici. Déjà, je ne sais pas de quel type de suite il s'agit. Est-ce que c'est une suite arithmétique, donc avec un terme qu'on ajoute qui est toujours identique, ou est-ce que c'est une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est quand on multiplie toujours par le même terme. Par exemple, 2, 4, 8, 16, 32, c'est une suite géométrique de raison 2. Je fais x2 à chaque fois. Donc le fait de savoir que U2 plus 8 égale 44, c'est pas très pratique parce que je sais pas quel lien unit U2 et U8. Je sais pas si la suite elle est arithmétique ou géométrique. Et j'ai un deuxième problème, c'est que je connais pas la raison de la suite. Donc quel type de suite et quelle raison? Donc on peut pas répondre avec la 2 toute seule. Maintenant les deux ensemble, les deux prises conjointement, ça va devenir un petit peu plus intéressant. Parce que on sait que U2 plus U8 est égal à 44 et qu'on est dans une suite de raison 4. En fait, U2, je peux dire que c'est le premier terme, U1, plus une fois la raison, puisque le deuxième terme intervient juste après le premier terme. U8, il est 7 termes après le premier terme, donc je peux dire que c'est U1 plus 7 fois la raison. Et nous, on connaît la raison, elle est de 4. Donc U2, c'est U1 plus 4, et U8, c'est U1 plus 7 fois 4, donc plus 28. Et ça, c'est du coup intéressant, parce que du coup, si on sait que U2 plus U8 est égal à 44, donc si j'additionne les deux, ça fait 44, je peux dire que 44 est égal à 2U1 plus 32. Et en fait, je vais pouvoir retrouver U1. Je fais passer le 32 de l'autre côté, 44 moins 32, 12. 12 égale 2U1. Et donc U1, c'est 12 divisé par 2. U1, c'est égal à 6. Et si j'ai le premier terme de la suite, bah, je peux en déduire le cinquième. U5, ça serait 6 plus 4 fois la raison, puisqu'il intervient 4 termes après le premier terme. Donc plus 4 fois 4, plus 16. Ce serait 22. Et donc, je peux répondre en utilisant les deux informations conjointement, et donc la réponse C. Dans l'idéal, on évite de faire ces calculs en entier. Juste quand on comprend qu'en fait, on va avoir une équation qu'on va pouvoir résoudre, on s'arrête là, et on comprend qu'on peut répondre, et on passe à la question suivante. Enfin, dernière question, question 5. Dans une classe, chaque élève pratique le tennis, la natation ou les deux.
combien d'élèves pratiquent exactement une seule activité. Déjà, je fais des petits cercles. Cercle noir, cercle de ceux qui font du tennis. Cercle violet, cercle du feu de ceux qui font de la natation. Et je fais une intersection entre ces deux cercles, puisqu'il y en a qui font les deux à la fois. Donc tennis, natation. Première information, elle m'apprend que 18 personnes pratiquent le tennis, donc T égale 18, et 14 pratiquent la natation. Donc l'ensemble du cercle violet vaut 18, l'ensemble du cercle noir vaut... L'ensemble du cercle violet vaut 14, l'ensemble du cercle noir vaut 18. Le problème, c'est que je ne connais pas la répartition entre catégories. Dans les 18, je ne sais pas, il y en a combien qui font que du tennis, et il y en a combien qui font les deux, tennis et natation. Et même problème de l'autre côté. Donc, je n'ai pas assez d'informations pour le moment pour répondre. Deuxième information toute seule, donc j'enlève le fait qu'on sache que 18 font du tennis et 14 font la natation. J'apprends que 7 font les deux activités, mais le problème, c'est que je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans les deux autres parties de mon cercle. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Par contre, si j'utilise les deux conjointement, 18 tennis, 14 natation, avec 7 au centre, si j'en ai 7 qui font les deux à la fois et que j'en ai 18 qui font du tennis, 18 moins 7, ça fait 11. Je vais en avoir 11 qui font que du tennis. Pour la natation, 14 moins 7, ça fait 7. Je vais en avoir 7 qui font que la natation. Et donc, combien d'élèves pratiquent une seule des deux activités? 11 plus 7, c'est-à-dire 18 élèves qui pratiquent qu'une seule des deux activités. Donc, en utilisant ces deux informations conjointement, je peux répondre à la question. Et donc, la réponse C. Donc, ce qu'il faut retenir de ces différentes questions, c'est qu'il est important d'être très méthodique sur l'épreuve de conditions animales, puisque c'est une épreuve qui est assez vicieuse et qui va vraiment vous juger votre concentration et la rigueur que vous avez tout au long du processus de décision. Donc, toujours, on analyse correctement les données de l'énoncé. S'il y a des données mathématiques, on les traduit. On s'assure d'avoir bien compris les éléments clés de l'énoncé, le vocabulaire technique, et d'avoir compris c'est quoi la question. Parce que si on part tout de suite sur les informations, on risque de travailler la question sans savoir ce qu'on travaille. Ensuite, je traite mes informations indépendamment, la une toute seule, puis la deux toute seule, et au besoin les deux ensemble. N'hésitez pas à vous cacher les informations. Quand vous travaillez sur la une, cachez-vous la 2. Quand vous travaillez que sur la 2, cachez-vous la 1 pour ne pas vous laisser influencer. Et même si on ne vous le demande pas, forcez-vous à justifier un peu vos réponses. Ça évitera de faire des erreurs. Si je pense qu'on ne peut pas répondre, je donne un exemple et un contre-exemple. Si je pense qu'on peut répondre, je donne la propriété qui me laisse à penser qu'on peut répondre. J'y vais pas à l'intuition en me disant « Ah, je pense que ça marche, donc on peut répondre ». Ça ne fonctionne pas au sabotage-match. L'intuition fonctionne très peu en conditions minimales. Il y a beaucoup de pièges, les concepteurs en jouent pour que les étudiants qui soient feignants, qui répondent trop vite sans se poser les vraies questions, se fassent avoir. Donc soyez vraiment rigoureux par rapport à tout ça. Entraînez-vous sur des questions type. L'avantage de conditions minimales, c'est qu'on progresse quand même beaucoup plus vite qu'en calcul. C'est peut-être plus abstrait, mais on n'a pas besoin de faire les calculs en entier. Donc, au final, on s'y retrouve et on peut progresser plus vite que les difficultés qu'on pourrait rencontrer sur le sous-test de calcul. Vous avez le lien en description si vous souhaitez recevoir aussi la correction PDF de ces différentes questions. N'hésitez pas à vous abonner donc pour voir d'autres vidéos. Et vous pouvez aussi me contacter dans le formulaire. Dans la description, il y a un petit formulaire si vous souhaitez réserver un petit appel stratégique pour faire le point sur vos besoins, où vous en êtes, et potentiellement mettre en place un accompagnement personnalisé si vous le désirez. Sinon, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.